Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire la deuxième partie de l'exercice 1 du TD4. Donc dans cette deuxième partie nous allons traiter les questions suivantes. Donc on nous demande de comparer la valeur explicative des modèles estimés en A et B. Est-ce qu'on peut comparer les coefficients de détermination? Ensuite on nous demande de calculer et de commenter les valeurs des R carrés ajustés et de la variance du terme d'erreur sur chaque modèle. Donc première question, peut-on comparer la valeur explicative des modèles estimés en A et B? Donc on ne peut pas utiliser le coefficient de détermination pour comparer les modèles estimés dans la question A et dans la question B, parce que si vous vous souvenez, dans le modèle de la question A, on a 3 variables explicatives, tandis que l'on en a 5 dans le modèle de la question B. Donc étant donné qu'il y a un nombre de variables explicatives différents, on ne peut pas utiliser le coefficient de détermination, on va recourir au R carré ajusté. Donc c'est ce que l'on note R carré bar. Donc je vous donne la formule générale du R carré ajusté qui est la suivante. 1 moins T moins 1 sur T moins K moins 1 fois 1 moins R carré. Donc on va donc où R carré c'est le coefficient de détermination du modèle considéré. Donc on va appliquer la formule précédente au modèle A et B. Donc pour le modèle A, donc on a 3 variables explicatives, donc on fait moins 3. Le R carré nous est donné en dessous des régressions, donc c'est 0,913, et in fine le R carré ajusté du modèle A est égal à 90,64%. Et le R carré du modèle B, c'est 91,85. Donc nous constatons que le pouvoir explicatif du modèle B est supérieur au pouvoir explicatif du modèle A. Donc l'inclusion des deux variables indicatrices apporte de l'information sur la demande de refinancement. Dans la deuxième partie de la question, donc, il nous est demandé de calculer la variance du terme d'erreur. Donc on sait que la variance du terme d'erreur, c'est la somme des carrés des résidus divisé par t moins k moins 1. La somme des carrés des résidus, nous l'obtenons juste en dessous de la régression dans l'énoncé. Donc on a 1,04 divisé par t moins k moins 1. Donc là, dans le modèle A, on a moins 4 car on a 3 variables explicatives. Donc moins 3 moins 1, on obtient 0,026. De même pour le modèle B, on a la somme des carrés des résidus qui est égale à 0,836 que l'on divise par 44 moins 5 moins 1, ce qui donne 0,022. Donc on voit, pour commenter, on voit que le modèle B a une variance du terme d'erreur qui est plus faible. Donc ensuite, la variance du terme d'erreur peut être utilisée pour calculer des critères d'information. Donc cette partie-là qui n'est pas demandée dans le cas d'exercice est traitée dans le corrigé pour votre information. Dans la suite de la vidéo, nous devons tester l'hypothèse selon laquelle globalement E et MAI ne sont pas significativement explicatives. Donc en fait là, ce que l'on doit faire, c'est un test de Fisher sur un groupe de coefficients, donc sur les coefficients bêta 4 et bêta 5, donc où on a les variables E et MAI qu'on a inclus. Donc on a la régression suivante, donc on régresse la demande de refinancement sur la rentabilité des crédits octroyés par les banques, sur les réserves exogènes, sur les réserves obligatoires, sur la variable encadrement du crédit et sur la variable facilité de refinancement. Donc on doit tester bêta 4 égale bêta 5 égale 0. Donc c'est un test de significativité jointe parce qu'on teste est-ce que les coefficients bêta 4 et bêta 5 sont jointement égaux à 0 contre bêta 4 où bêta 5 est différent de 0. Donc on a la statistique de test suivante pour mener ce test de Fisher. Donc c'est la somme des carrés du modèle contraint moins la somme des carrés du modèle non contraint sur Q, le nombre de contraintes, divisé par la somme des carrés non contraints sur T moins K moins 1. Donc ce qui suit un Fisher à Q T moins K moins 1. Donc Q c'est le nombre de contraintes considérées dans que l'on considère. Ici nous avons deux contraintes car nous testons est-ce que bêta 4 ou bêta 5 sont jointement égaux à 0. Et la somme des carrés contraints, c'est lorsque on considère le modèle où bêta 4 égale bêta 5 égale 0, tac tac, autrement dit le modèle de la question A. Idem, le modèle non contraint, c'est le modèle sous H1, donc c'est-à-dire ce modèle-là. Donc la règle de décision usuelle suit. Si la statistique de Fisher calculée est inférieure à la statistique tabulée, on ne rejette page 0. Et si la statistique calculée est supérieure à la statistique tabulée, nous sommes sous l'hypothèse alternative. Donc le modèle contraint, c'est le modèle sans les variables indicatrices.
Donc et le modèle non contraint, c'est le modèle avec les variables indicatrices. Donc c'est ce que je vous ai indiqué juste avant. Donc on calcule la statistique de Fisher. Donc on a la somme des carrés contraints, donc c'est la somme des carrés du modèle de sans E et MAI moins la somme des carrés non contraints divisé par Q, donc on a deux contraintes, divisé par la somme des carrés non contraints. In fine, on obtient 4,6363, oui, moins 5, car on considère le nombre de variables explicatives du modèle non contraint, donc de ce modèle-là. Et ici, nous avons 5 variables explicatives. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on constate que la statistique calculée est supérieure à la statistique tabulée, donc on rejette l'hypothèse nulle. Et les coefficients bêta 4 et bêta 5 sont significativement, ou bêta 5, excusez-moi, sont significativement différents de 0. Donc dans ce qui suit, je vais vous présenter un nouveau test. Donc c'est le test de Durbin-Watson que l'on va appliquer aux régressions que l'on a effectuées dans les questions A et les questions B. Donc le test de Durbin-Watson est utilisé pour détecter l'autocorrélation dans les erreurs à l'ordre 1 lorsque l'on a des séries temporelles. Donc l'autocorrélation de la série temporelle donc peut être modélisée comme suit. Donc si on suppose un processus autorégressif d'ordre 1, donc c'est-à-dire que le terme d'erreur en t dépend linéairement du terme d'erreur en t-1. Et ρ, c'est ce qu'on va appeler le coefficient d'autocorrélation, qui va nous donner la relation de dépendance entre le terme d'erreur en t et le terme d'erreur en t-1. Donc nous avons le jeu d'hypothèses suivant. On teste est-ce que ρ est égal à 0. Donc dans ce cas-là, on a une absence d'autocorrélation des erreurs à l'ordre 1. Ensuite, on a ρ différent de 0. On a une présence d'autocorrélation des erreurs à l'ordre 1. Donc la statistique de Durbin-Watson, on peut montrer qu'elle se calcule comme suit. Donc je ne vais pas détailler, mais ce qui est important, c'est de savoir que cette statistique de Durbin-Watson peut être simplifiée de la manière suivante. Donc on peut montrer que la statistique de Durbin-Watson est à peu près égale à 2, 1 moins ρ chapeau. Où ρ chapeau, c'est le coefficient d'autocorrélation du terme d'erreur. Et vous savez, enfin vous ne savez pas, mais je vais vous l'apprendre, le coefficient d'autocorrélation, il est compris entre moins 1 et 1. Donc dans le cas où il est égal à moins 1, on a une autocorrélation négative du terme d'erreur. Dans le cas où il est égal à 1, on a une autocorrélation positive du terme d'erreur. Donc étant donné ces bornes, on sait que la statistique de Durbin-Watson est comprise entre 0 et 4. Pourquoi? Tout simplement, si le coefficient d'autocorrélation est égal à 1, la statistique de Durbin-Watson est environ égale à 0, puisqu'on fait 2 facteurs de 1 moins 1, ce qui va donner 0. Ρ chapeau égale moins 1, c'est 2 facteurs de 1 moins fois moins 1, ce qui donne 4. Et si ρ chapeau égale 0, la statistique de Durbin-Watson est égale à 2. Donc, le problème avec le test de Durbin-Watson est qu'il n'y a pas de règle de décision. La règle de décision n'est pas usuelle en fait. Donc, on va en fait se baser sur la règle de décision qui est proposée par les auteurs. Donc, pour ce faire, en fait, il faut qu'on détermine que l'on définisse plusieurs choses. Donc, premièrement, on a DU, la borne supérieure de Durbin-Watson, et DL, la borne inférieure de la statistique de Durbin-Watson. Donc, lorsque on est compris entre 0 et DL, nous allons rejeter H0. Donc à ce moment-là, on a une autocorrélation positive. Entre DL et DU, on est dans une zone d'indécision. Entre 4 DU et 4 DL, on est également dans une zone d'indécision. Et si la statistique de Durbin-Watson est comprise entre DU et 2, oui, c'est bien ça, entre DU et 2, on ne va pas rejeter l'hypothèse nulle. Et lorsque la statistique de Durbin-Watson est comprise entre 4-DL et 4, on a une autocorrélation négative et on rejette l'hypothèse nulle. Donc c'est pas forcément super clair cette règle de décision, donc c'est pour ça qu'on va l'appliquer tout de suite. Donc je vous ai donné les résultats, enfin les calculs de les bornes, excusez-moi, supérieures et inférieures de Durbin-Watson, donc on sort de leur table. Donc DL pour ce modèle-là
Le modèle A c'est un 38, DU c'est un 67. Donc 4 moins DU vous faites 4 moins ça, 4 moins DL vous faites 4 moins ça. Et du coup on fait la même chose pour le modèle B, donc je ne m'attarde pas dessus. Et donc oui, que constate-t-on? On constate que la statistique de Durbin-Watson est entre 0 et 834. Et ici, que la statistique de Durbin-Watson qui est égale à 0,691 est entre 0 et DL. Donc on est de ce côté-là et de ce côté-là. Autrement dit, on rejette l'hypothèse nulle, selon laquelle il n'y a absence d'autocorrélation à l'ordre 1 des erreurs. On a une autocorrélation positive dans le terme d'erreur. Donc, quelles sont les conséquences de l'existence d'une autocorrélation des perturbations sur les estimations? Quelles sont les hypothèses qui ne sont plus respectées? Que valent les tests menés ci-dessus? Donc, premièrement, conséquence de l'existence de l'autocorrélation dans les termes d'erreur. Donc cette autocorrélation va se traduire par une mauvaise estimation de la variance des estimateurs. In fine, les tests de significativité vont être faussés car la variance des estimateurs va être mal estimée. Donc oui, les hypothèses qui ne sont plus respectées, donc c'est l'hypothèse d'absence d'autocorrélation du terme d'erreur. Et donc les tests menés ci-dessus, comme je vous l'ai déjà dit, ne sont plus fiables. C'est pour ça qu'il faut faire une correction des perturbations lorsqu'on est en présence d'autocorrélation. Dans la question qui suit, nous allons nous intéresser à la saisonnalité de la demande de refinancement. Donc la saisonnalité, donc pourquoi on peut y avoir une saisonnalité dans la demande de refinancement? Parce qu'on peut supposer, par exemple, que les banques vont demander davantage de refinancement à la fin de la période considérée. Donc on rajoute trois variables trimestrielles, donc trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 à la régression. On a notre R carré, notre somme des carrés des résidus. Donc première question, on nous demande de décrire les vecteurs des observations des variables trimestre I pour les trimestres qui vont de 1 à 4. Donc on voit que le trimestre 1 il vaut 1 lorsqu'on est au premier trimestre, trimestre 2 vaut 1 lorsqu'on est au deuxième trimestre, etc. Donc, et la deuxième partie de la question est la suivante, pourquoi n'a-t-on pas introduit trimestre 4 dans la régression? Donc si vous regardez bien, les variables supplémentaires introduites vont de trimestre 1 à trimestre 3. Donc nous n'avons pas introduit trimestre 4, car si on introduit trimestre 4, nous allons être en présence d'une collinarité parfaite. Car si l'on somme les variables trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 et trimestre 4, nous allons avoir une colonne de 1 qui va être parfaitement collinéaire avec la constante contenue dans la variable dans la matrice, excusez-moi, des variables explicatives. Donc c'est ce que je vous ai écrit ici. Donc la variable trimestre 4 n'est pas inclue dans le modèle, car si on introduit les 4 variables explicatives, il y a une collinarité parfaite. Ainsi, le vecteur de la constante est la somme des 4 variables indicatrices. Donc, ce qui répond à la question. Ensuite, on suppose que H1, H2, H3 et H4 sont vérifiés. On doit encore comparer donc, les modèles estimés en B et D. Comme vous l'avez vu précédemment, ils ont un nombre de variables explicatives différents. 5 pour le modèle B et 8 pour le modèle D. Donc on va se baser sur le R carré ajusté pour les comparer. Parce que plus vous allez rajouter des variables explicatives, ça va entraîner une hausse mécanique du coefficient de détermination. Donc on calcule le R carré ajusté du modèle B, 81,85%, et pour le modèle D, 92,13%. Donc au final, on montre que le modèle D a un meilleur pouvoir explicatif que le modèle B. Car tout simplement son coefficient de détermination ajusté est plus élevé, tout simplement. Ensuite, on doit faire un test de significativité de chacun des coefficients. Donc c'est ce qu'on fait ici. Donc je vous ai tout simplement résumer l'ensemble des résultats dans un tableau. Donc dans la première colonne, vous avez la variable que l'on considère. T, c'est pour la valeur de la statistique de student associée au paramètre qui est associé à la variable. Ensuite, vous avez une variable significativité. Donc 3 étoiles, 2 étoiles et 1 étoile indiquent respectivement que la variable est significative à 1, 5 et 10%. Donc, donc la rentabilité des crédits est significative à 1%, réserve exogène non significative, réserve obligatoire significative à 1%,
etc., etc. Les variables trimestrielles, il y a uniquement la variable trimestre 3 qui est significative à 10% et la variable MAI, quant à elle, est significative à 5%. Donc je vous ai expliqué comment j'ai récupéré les valeurs critiques. Donc c'est tout simplement un student à 30 degrés de liberté dans la table. Donc parce que il n'y a pas 35 degrés de liberté dans la table du TD, donc j'ai pris 30 degrés de liberté. Mais ça va pas changer le résultat qu'on obtient. Donc on a 1,69 pour la valeur si on prend alpha égale à 10%, 2,042 si on prend alpha égale à 0,05 et 2,750 si on prend alpha égale à 0,01. Donc dans la question qui suit, on doit faire un test de Fisher, donc tester l'hypothèse selon laquelle tous les coefficients seraient nuls sauf la constante. Donc je vais pas rappeler la façon dont on mène un test de Fisher, ce qu'on a déjà vu dans des vidéos précédentes. Donc on fait le calcul, c'est le r carré divisé par k, 1 moins r carré divisé par t moins k moins 1. Donc là on est sur le modèle D. Donc dans ce modèle on a 5 variables explicatives, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on fait r carré divisé par k, 1 moins r carré divisé, donc 1 moins 0,936 divisé par moins 8, car on a 8 variables explicatives. Donc on rejette donc h0 et la régression est significative dans son ensemble. Pourquoi? Car la valeur calculée de la statistique de Fisher est supérieure à la valeur tabulée, à 5%. On rejette donc l'hypothèse nulle, donc ça veut dire que le coefficient de détermination est significativement différent de 0. La régression est donc dite globalement significative. Donc dans la deuxième partie de la question, nous allons nous intéresser à la significativité globale des coefficients saisonniers. En fait, on veut voir est-ce qu'il existe un effet saison. Donc on va faire un test sur les coefficients saisonniers. Autrement dit, nous allons tester est-ce que le coefficient associé à trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 sont égaux à 0 ou s'il y a un des coefficients qui est différent de 0. Donc comme précédemment, nous avons le modèle non contraint et le modèle contraint. Donc le modèle contraint, c'est le modèle sans les coefficients saisonniers. Le modèle non contraint, c'est le modèle de la question D où nous avons les coefficients saisonniers. Donc on applique encore une fois la valeur de la statistique de Fisher. Donc c'est 0,836 moins 0,770. Donc ça c'est la somme des carrés du modèle contraint. Ça c'est la somme des carrés du modèle non contraint, donc du modèle D. Ça c'est celle du modèle B. Nous avons 3 contraintes car nous testons est-ce que chacune des 3 demi-trimestriels est égale à 0. On divise par t moins k moins 1. Nous avons 8 variables explicatives. Nous trouvons une statistique de Fisher égale à 1 qui est donc in fine inférieure à la valeur critique de Fisher. On ne rejette donc pas l'hypothèse nulle, les coefficients saisonniers sont globalement non significativement différents de 0. Je vous remercie pour votre attention, c'était tout pour le TD4 exercice 1 partie 2.